Khaled, thank you very much for your contribution. I think, je dois shifter au français. Pardon pour la salle. I'm sorry, I will continue in French just to point out and to put emphasis on few elements in addition to what had been said before the first speaker. Je crois que, indépendamment de tous les aspects, il y a peut-être un ou deux points additionnels qui ont été introduits par Khaled qui me paraissent importants à retenir. C'est le rôle des banques multilatérales de développement et des institutions financières de développement. J'ai rencontré ce matin un ami d'Africa Invest. Africa Invest est un fonds d'investissement qui aujourd'hui opère sur le continent africain et l'idée était partie de Tunis avec quelques investisseurs privés. Et ce fonds est devenu l'un des fonds les plus dynamiques sur le continent grâce à l'appui de la Banque africaine de développement, de la SFI et de partenaires bilatéraux, notamment Proparco, c'est-à-dire la France. C'est le premier élément qui me paraît intéressant, c'est l'articulation dans ce que l'on pense en termes de dynamisation des marchés de capitaux, du renforcement, disons, dans la mobilisation des capitaux domestiques, le rôle que peuvent jouer les institutions financières internationales de type multilatéral ou de type bilatéral. Il a également mentionné une initiative qui est très intéressante, Africa Finance Corporation, qui est nigériane, qui est AFC, qui est allé au-delà du Nigeria, mais le Nigeria est un animal assez particulier parce qu'il a un dynamisme extraordinaire du point de vue financier qui n'a rien à voir ni avec le plus développé des pays d'Afrique du Nord dans ce domaine-là qui est l'Égypte, encore moins avec le Maroc ou l'Algérie ou la Tunisie. Mais juste pour la petite histoire, l'Algérie a été approchée au moment où j'étais encore à la Banque africaine de développement. On avait constitué Africa 50. Et Africa 50 est un fonds dans lequel les États étaient invités à participer aux côtés du privé pour financer les grands projets d'infrastructure. L'Algérie a été l'un des rares pays à avoir décliné alors qu'on était à l'aise financièrement. Aujourd'hui, si on devait aller vers ce type d'instrument, ça va être relativement compliqué. Je veux dire, il faut qu'on fasse attention à ne pas perdre les opportunités qui existent. Monsieur Lebrave est ici présent. Il sait que annuellement, il y a African CEO et African Investment Forum qui se réunissent, pendant lesquels ce sont des opportunités pour mobiliser les capitaux étrangers au service des capitaux, au service de l'investissement domestique, mais en se fondant encore une fois sur le capital domestique en premier lieu. Deuxième point qui me paraît intéressant dans la présentation, c'est le premier intervenant en a parlé, le deuxième a été beaucoup plus spécifique, il concerne les bons, les sukuk, les bons islamiques, qu'on appelle les bons islamiques. À côté de ces bons-là, je voudrais simplement signaler qu'il y a les diaspora bonds, qui sont des bons émis en direction des diasporas. L'Inde et Israël en ont fait une très très large utilisation et ils ont marché. On peut penser effectivement dans le cadre d'un partenariat public-privé financé à la fois au plan domestique par des investisseurs privés, par l'État, mais créer un segment particulier au profit de ce type d'investissement. Ça a marché dans un certain nombre de pays, ça n'a pas marché dans d'autres pour des raisons particulières, mais en tout cas, ça permet de lever un certain nombre de ressources supplémentaires et en plus, ça a l'avantage pour les diaspora bonds, c'est qu'ils sont émis pas simplement sur le marché national, en règle générale, ils sont émis sur les grands marchés internationaux, sur Londres, sur Paris, etc. Et donc ça permet de mobiliser sur New York
ça permet de mobiliser des ressources supplémentaires et en même temps de lever un certain nombre de contraintes et de rendre plus aisée la fluidité du marché et donc même d'élever le niveau des marchés locaux. Ce sont évidemment, vous avez parlé des autres instruments qu'il ne faut pas qu'on néglige. Souvent, on a tendance à se focaliser sur un type d'instrument particulier ou un type de véhicule particulier en oubliant qu'en fait, il s'agit qu'il faut avoir une comprehensive, il faut avoir une vision globale de l'ensemble des instruments et des outils et des produits pour pouvoir aller vers le développement des marchés de capitaux et pour une fluidité en faveur de l'investissement. Il a parlé du leasing. Le leasing a permis un bond extraordinaire dans des pays où il n'existait pas, où on a eu de la difficulté à l'introduire, comme le Cameroun, simplement parce qu'il correspondait à un segment particulier, à une demande particulière et à un profil particulier d'entrepreneurs et d'investisseurs. Donc il faut, quand on raisonne, il faut qu'on prenne en ligne de compte, si on veut développer un marché intégré, un marché national, il faut penser en termes surtout ces segments. Sans plus tarder, je donne la parole à 10 minutes de débat. Ah, d'accord. Une avance de 10 minutes. Sur Malik. Ah, d'accord. Avant de passer peut-être, avant de passer à Malik Faraoun et à Selim Bora, compte tenu du fait que les deux communications qu'on a entendues sont relativement complémentaires et bien articulées l'une à l'autre, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on revienne vers les questions qui pourraient être adressées aux deux premiers orateurs et ouvrir les discussions sur ces éléments avant de continuer. I hope that you are still with us, Yassine and Khaled. We are going to open the discussion. So I know that Khaled is at the airport, I think. So at least it may ease the next step for you. So if we can open the floor for the discussions now. And I have requested people if they have questions for you or comments to make following your insightful presentation. Thank you. Thank you. Effectivement, nous avons entendu deux communications qui sont très, très voisines. Belmiho, professeur. Donc, deux communications brillantes, excellemment présentées par les deux orateurs et qui posent le problème de fond, sauf peut-être, on peut dire, un peu décontextualisé par rapport à la situation institutionnelle que nous avons en Algérie. D'abord, premier point commun que je résume, nous sommes dans une économie patrimonialiste. Nous sommes dans des situations de patrimoine. Nous, les Algériens, on adore posséder un patrimoine. On aime les stocks, on n'aime pas les flux. Ça, c'est la grande question. Elle est sociologique peut-être, elle est culturelle. Tout ce qui est flux n'est pas bien apprécié. On aime des stocks. Et je reviens bien sûr à la question qui a été abordée par Yassine avec brio sur la dette. Et c'est une question cruciale aujourd'hui pour le financement de l'économie. Nous avons des secteurs surendettés relativement, parce que si on regarde un peu la dette par rapport aux actifs des entreprises, elle n'est pas si lourde que ça, mais par rapport à la profitabilité de ces entreprises, la dette devient un blocage, une structure de rigidité. Et aujourd'hui, pour résumer le titre d'un ouvrage d'un ancien ministre des Finances, comment passer du budget au marché? C'est ça la grande question. Comment passer du budget de l'État, du trésor, au marché financier? Et c'est cette question qui pose
aujourd'hui des problèmes sur le plan à la fois psychologique, comportement des investisseurs, que sur le plan institutionnel, ce que tout à l'heure j'ai qualifié de rigidité forte dans le contexte algérien. Effectivement, aujourd'hui, le financement ne peut se faire que par le marché, parce que le Trésor est impuissant aujourd'hui pour intervenir pour le financement de l'économie. Déjà, s'il arrive à financer une partie des investissements, des infrastructures, c'est déjà pas mal. Donc, comment passer au marché? Là, ça pose beaucoup de questions sur le plan de la réforme des institutions financières, à commencer par les banques. L'émission d'obligations en Algérie n'est pas encore quelque chose qui est accepté, qui est compris d'abord. Hein. Écoutez, j'ai eu affaire une fois à une banque où le banquier ne faisait pas de différence entre les actions et les obligations. Voilà, personnellement, j'ai vécu cette situation avec un agent d'une banque. Il fallait lui expliquer entre les actions de Biopharm et les obligations du Trésor. Pour lui, il n'y a pas de différence. Donc, il y a vraiment un problème. Ensuite, transformer la dette en obligation, ou plutôt sortir du crédit bancaire et aller vers le marché financier pose un problème pour les entreprises, parce que d'abord, il faut qu'il y ait de la liquidité, et nous n'avons pas de liquidité dans les entreprises pour acheter des obligations, et ça pose des problèmes, à l'exception de la BEA et de Sonatrach, qui effectivement peuvent agir, peuvent être un peu la dynamique sur le marché financier. Par contre, sur un autre élément, le foncier. Sur cette question, effectivement, on peut avoir beaucoup de choses à faire, parce qu'aujourd'hui, le foncier aussi reste dans une conception patrimoniale, mais si on met le foncier sur le marché et que les hypothèques, le crédit hypothécaire fonctionnent correctement, là, nous avons des réserves colossales. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, et je prends l'exemple du financement du logement, nous avons une épargne à court terme pour financer des besoins à long terme. Qui fait cette jonction entre le court terme et le long terme? C'est ça où justement intervient le marché financier, soit à travers les obligations, soit à travers le crédit hypothécaire, qui lui aussi doit être remis sur le marché au profit des investisseurs. La troisième question qui a été abordée par les deux intervenants, c'est celle de la privatisation. Privatiser quoi aujourd'hui? Vous savez, dans la privatisation, il y a deux théories qui s'affrontent depuis 50 ans. On privatise les entreprises les plus rentables, parce que c'est celles-là qui peuvent avoir des clients pour acheter des actions, ou des investisseurs qui sont prêts à prendre le risque pour acheter une entreprise rentable. Ou alors on dit non, les entreprises boiteuses, il faut les privatiser. Qui va les acheter, ces entreprises boiteuses? Ça, c'est la grande question aujourd'hui. Depuis 20 ans, on bascule entre l'une et l'autre théorie, mais on n'a pas trouvé notre chemin. Je pense là, le rôle de l'État est fondamental, à commencer par revoir la structure des entreprises publiques. Aujourd'hui, quand on regarde une entreprise publique, qu'est-ce qu'on trouve dans son actif? L'essentiel, c'est du foncier. Comment rendre ce foncier, comment mettre ce foncier sur le marché? C'est ça la question. C'est pas les équipements, c'est pas les quelques infrastructures ou quelques équipements de production, c'est le foncier des entreprises publiques. Et ça, si on le met sur le marché, c'est une entreprise, un actif en termes de foncier, elle peut avoir des acquéreurs de ses obligations parce qu'on valorise ce foncier qui peut être utilisé pour investir puisqu'il y a une rareté de ce foncier sur le marché, particulièrement dans le nord du pays. Donc, moi, je considère que le passage du budget au marché est une question fondamentale. C'est ce qui reste à faire aujourd'hui, seulement qu'il y a une difficulté majeure sur le plan institutionnel. Comment créer cette confiance pour que les gens achètent des obligations et cette épargne, justement, l'épargne des entreprises privées, on ne la voit pas. Les entreprises privées ont toujours demandé, ils ont toujours utilisé ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est bien, mais aujourd'hui on ne voit pas l'épargne de ces entreprises privées. Où est-elle?
Est-ce qu'il y a de l'autofinancement? Malheureusement, les données disponibles ne le montrent pas. Peut-être qu'il y a d'autofinancement, mais on a toujours cet appétit pour le crédit. Et cet appétit, aujourd'hui, ne peut pas être satisfait. Donc, il faut se poser cette question. Parce que les ménages n'ont pas d'épargne. Les ménages, leur épargne a été érodée complètement par le pouvoir d'achat, par les besoins. Et aujourd'hui, il faut réfléchir sur ces questions. Oui, il faut aller vers le marché financier, mais il faut qu'il y ait une épargne quelque part pour amorcer ce marché. Si on n'a pas d'épargne, acheter des actions ou des obligations, ou des actions, hein, dans les deux cas, soit la privatisation, soit les obligations, quand il s'agit de financer une croissance. Donc là, c'est vraiment la grande question, puisque le Trésor ne peut plus émettre encore de la liquidité sur le marché pour enclencher ce processus. Je vous remercie. Merci. Peut-être avant de passer la parole à je voudrais rappeler simplement le profil de nos deux intervenants ce matin pour dire combien ils sont au fait de ces informations. Yassine Bouhara qui est à la tête et le fondateur en fait de tel groupe et une compagnie de gestion d'actifs qu'il a créé. Il a travaillé pendant plusieurs années en tant que CEO sur les marchés émergents et sur la sécurisation au niveau du groupe UBS. Et auparavant, il a été chef de l'unité qui s'occupait des participations, hein, des prises de part au niveau de Merrill Lynch. Il a un long parcours de plus de 90, 2020, ça ne nous rajeunit pas, tout ça, ça fait plus de 30 ans hein, d'expérience dans le domaine. Khaled Laboudi, il a également plus de 35 ans d'expérience dans le développement, dans la finance. Et il a occupé plusieurs postes également, et notamment il a été il est actuellement d'ailleurs fondateur et directeur d'une compagnie saoudienne, et il est spécialisé en particulier sur la transformation des produits agroalimentaires et des technologies qui sont relatives. Auparavant, il a eu à gérer également des fonds d'investissement dans le cadre de son pays. Voilà les deux profils. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier les deux intervenants, que ce soit Yassine Bouhara, que ce soit Khaled Laboudi, deux très grands experts, qui ont balayé effectivement le marché financier et comment les entreprises peuvent accéder au marché financier, comment créer dans notre pays un grand marché financier. Je ne sais pas si c'est un oubli ou bien c'est moi qui n'ai pas entendu. Il y a aussi d'autres possibilités qui est le crédit acheteur. C'est-à-dire que les entreprises peuvent directement s'adresser à leurs fournisseurs d'équipements pour monter, comme nous l'avons déjà eu et expérimenté dans les années 80, le crédit acheteur. Le seul problème, c'est que le crédit acheteur aujourd'hui est interdit par la Banque d'Algérie. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas réinstaurer ce crédit acheteur? Pourquoi ce crédit acheteur peut être beaucoup plus bénéfique, surtout pour les entreprises qui orientent leurs projets vers les exportations, donc ils peuvent générer des devises,
même si elles doivent s'endetter à l'extérieur. D'abord, aller sur le crédit acheteur, ça permet aux entreprises d'aller vers des taux d'intérêt qui sont pratiquement négatifs aujourd'hui au niveau international. Et puis, on n'a absolument aucun problème à trouver justement des financements dans ce cadre, parce que tous les pays du monde aimeraient bien accompagner leurs entreprises à l'export et leur accorder des possibilités de crédit acheteur. Donc, ça, est-ce que aujourd'hui les autorités algériennes peuvent ouvrir cette possibilité aux entreprises? Et puis l'avantage qu'on peut avoir, c'est que on va faire appel à des devises à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, si on fait appel à des financements internes, ces financements internes vont faire appel aussi à des sorties de devises. Et vu que la situation des réserves de change en Algérie, et aujourd'hui elle est ce qu'elle est, si on doit utiliser le peu de devises que nous avons, très rapidement, on n'aura pas suffisamment de devises, même pour des produits de première nécessité. Maintenant, pour le reste, je suis entièrement d'accord avec les différents intervenants. Il y a effectivement des institutions internationales qui peuvent nous accompagner dans des financements, dans des très grands projets, tels que la Banque mondiale, la ICFI, pour les entreprises privées, tels que la Banque africaine de développement, tels que d'autres fonds d'investissement à l'international, surtout pour des très grandes infrastructures. Aujourd'hui, quand un projet est bancable, on n'a pas beaucoup de problèmes à mobiliser réellement des financements à l'international. Le problème se situe chez nous. Il faut libérer les initiatives. Voilà, je vous remercie. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, c'est Majid Feshker, président du groupe RedMed et Star Aviation. D'abord, je remercie le CNES de nous avoir invités et d'avoir choisi bien le sujet, qui est vraiment le sujet d'actualité. C'est pour ça qu'on est là. Donc, nous, ça fait 25 ans qu'on est dans le privé, mais beaucoup plus au sud. Donc, à Hassim Saoud, Wilaya Dilizi, Wilaya d'Adrar, dans la logistique et services pétroliers. Mais là, on a envie d'avancer et de diversifier, parce qu'on est à l'écoute quand même de nos autorités pour aller peut-être dans des secteurs autres que les hydrocarbures. Mais je pense que j'ai aussi un ami, monsieur Yassine Bouhara, il a brillamment, il a fait un bon constat. Mais moi je pense, avec toutes les bonnes idées qu'il y a, toutes les bonnes volontés, je pense je le dirais avec un peu sans réserve, parce que c'est le sujet. Quand on parle d'abord de ma formation, je suis financier. J'ai fait une école de commerce, finance. Donc, quand on fait un constat, la finance, c'est une science exacte. Hein? C'est 1 + 1 = 2. Moi, je pense que aujourd'hui, on a beau avoir les meilleures idées, on est optimiste, on veut faire beaucoup de choses. Il y a encore de l'énergie, mais un gros souci de confiance. Moi, je crois qu'il y a un problème de confiance et la responsabilité, elle est diluée. Je pense qu'il y a un problème c'est comme un project management, un pays qu'il faut relancer. C'est-à-dire, on a besoin d'avoir des objectifs clairs et du temps. Le problème aujourd'hui, notre ennemi, c'est le temps. Moi, je le dis. Alhamdoulilah, on a eu la chance de démarrer
il y a 25 ans, Wallah, il y avait tous les avantages. Dans le temps, il y avait l'APSI, il y avait les taux bonifiés, il y avait tout. Et encore, l'Algérie était, les réserves de change étaient divisées. Mais il y avait la décision, c'est-à-dire au niveau local, au niveau d'une wilaya, au niveau d'un ministère, il y avait des décideurs, on nous faisait confiance et on avait. Aujourd'hui, on emploie 2000 employés, ou alhamdoulilah, et on contribue à absorber un peu le chômage au sud. Mais je vous assure que ces dernières années, on a constaté qu'il y a un immobilisme. Personne ne décide. On nous écoute avec beaucoup d'intérêt et de politesse, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi. Mais moi, je dirais, il y a deux facteurs qui sont très importants. Aujourd'hui, si on veut parler de relance, d'abord, moi, je pense que le privé, on est trop dispersé. Il n'y a pas de capitaux privés encore qui peuvent prendre l'économie en main. Ça peut se faire au niveau local, ça peut se faire timidement au niveau national, mais il n'y a pas une dynamique sérieuse qui pourrait prendre un pays et dire qu'on va exporter, qu'on va faire. Mais ça peut se faire, c'est-à-dire suite à des sujets qu'on est en train d'aborder aujourd'hui. Ça pourrait se faire dans quelques années, dans 5 ans peut-être, si on prend vraiment le sujet sérieusement aujourd'hui. Moi, je pense que si on fait un constat rapide, on constate que les gros projets, même les projets privés sont financés par des banques publiques. Les banques publiques, depuis les derniers temps, malheureusement, il y a un immobilisme. C'est-à-dire, il y a des taux bonifiés, Yassine Bouhara l'a dit, ainsi de suite. Mais malheureusement, il y a un immobilisme. Il faudrait que... Le reste, l'alternative, c'est quoi? C'est des banques privées étrangères, mais qui sont bien sûr nationales, mais elles ne prennent pas de risques. Elles sont beaucoup sur le court terme. Je pense qu'il faut une troisième alternative, c'est le marché financier. Il n'y a pas autre chose. Moi, je suis opérateur privé. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'aller voir la banque. J'ai envie de financer peut-être mon développement par la bourse, par des fonds d'investissement. Mais je pense qu'il faut une sérieuse alternative. C'est pour ça que je rejoins ce que dit Yassine Bouhara, c'est de donner des taux plus intéressants peut-être à travers la bourse. On ne le laisse pas qu'à des banques publiques, mais aussi qui sont arrivées quelque part à leur limite. Peut-être qu'elles sont là pour financer des projets structurants de l'État ou des infrastructures. Ils ont fait leur... Donc voilà, je voulais quand même dire qu'on revient à la confiance et aussi une alternative supplémentaire qui est peut-être des fonds d'investissement, le marché financier qui soit plus liquide et plus dynamique. Je terminerai avec un petit point. Monsieur le président du CNES a mentionné la logistique. Juste un exemple. Nous sommes dans l'aviation. Ça fait 2 ans. On a fait des demandes pour développer le fret aérien. Malheureusement, il n'y a pas de décision. On nous écoute. On a fait nos preuves. Ça fait 20 ans qu'on est dans l'aviation. Mais il y a un problème de décision. Et j'espère que je suis très optimiste. C'est pour ça qu'on est là et que les choses sont en train de se faire aujourd'hui. Et je voulais vraiment en profiter pour parler de ça et dire que si on reste optimiste, mais il y a un gros facteur temps. Il faut pas qu'on attende beaucoup. Moi, je crois que ça, c'est très important. Et je vous remercie encore. Merci. Merci beaucoup. Je vais redonner la parole aux 2 intervenants parce qu'on les a fait quand même attendre un moment. On a eu des points de vue qui ont été soulevés, qui sont complémentaires et très intéressants. Donc, je donne la parole à Yassine, et puis par la suite à Laboudi. If you have any comments, any additions to make, Khaled. Pardon, Yassine. Yassine, vous m'entendez? Oui, allez-y, Yassine, allez-y. On vous entend pas, Yassine.
Yassine, vous entendez? Bon, Khaled, est-ce que vous... Khaled, تسمعني؟ أستاذ Khaled. Il y a visiblement un problème de... Allô? Yassine, est-ce que vous entendez? J'ai le sentiment qu'on est en train de perdre nos... C'est terrible. Hein? Khaled, oh Yassine. Yassine. Yassine, si vous m'entendez, prenez la parole s'il vous plaît et pour apporter des compléments à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la base des discussions qui ont été avancées. J'essaye. Vous m'entendez là? Oui, oui, on vous entend. Allez-y. Ok. Donc, j'ai écouté avec attention tout ce qui a été mentionné et de mon point de vue, un marché, c'est multimodal. C'est-à-dire que les financements de toutes sortes existent, que ce soit du financement multilatéral, que ce soit du financement domestique, que ce soit du financement international, que ce soit de la dette, que ce soit de l'equity. En fait, un marché, par sa nature, doit pouvoir intégrer tous les flux de capitaux, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur forme. Et l'objectif pour l'Algérie, c'est de pouvoir structurer ou permettre à ces flux de capitaux de pouvoir intégrer l'économie nationale. Et je ne veux pas rester sur une perception binaire ou une perception simpliste où la solution c'est les fonds d'investissement tels qu'ils existent. Je donne juste en aparté la pénétration des fonds private equity globaux en Afrique est environ 0,12% du GDP, ce qui est très bas par rapport à la moyenne mondiale. Et quand on parle de l'Algérie, on est à 0,01. Donc nous sommes 12 fois inférieurs à la moyenne africaine, qui elle-même est probablement 5 à 6 fois inférieure à la moyenne mondiale, et du moins des pays émergents. Donc la problématique que nous avons n'est pas le fait qu'il existe du financement de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique, de la SFI, de CDC, de Proparco et de tous les opérateurs potentiels qui existent sur le marché. La problématique que nous avons, c'est que nous avons une structure de marché de capitaux qui ne permet pas la connectivité de tous ces flux. Et c'est ça que nous devons résoudre. Et nous devons le résoudre de façon relativement directe. Il n'y a pas quand on crée un marché, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut soit ouvrir le marché, soit rester fermé. La problématique que nous avons, c'est que pour l'instant, nous avons un marché qui est très difficile d'accès. Et comme il a été mentionné par des entrepreneurs qui dans la salle, il y a de la demande. C'est-à-dire, comme je l'ai précisé auparavant, l'Algérie est un pays attractif, les rendements sont élevés, la croissance potentielle peut être très large, il y a des potentiels de développement. Beaucoup d'opérateurs étrangers sont intéressés à investir en Algérie et aussi d'opérateurs domestiques. Mais pour réitérer ce qui a été dit aussi auparavant, c'est une question de confiance et le fait que le marché ne soit pas libre, ne soit pas ouvert de manière très claire ou que nous ayons un plan d'ouverture très clair de notre marché, nous restons un pays difficile d'accès et dont l'investissement direct étranger reste bas. Comme je l'avais mentionné dans ma dernière intervention au CNES, en montrant la dichotomie entre l'investissement direct étranger
et le flux commercial que nous avons avec différents pays. Et j'avais pris, pour prendre un exemple concret, le cas français, où nous sommes aujourd'hui un partenaire économique large de la Chine, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de la Turquie et d'autres marchés sur le continent africain et sur le continent européen. Mais nous sommes un très faible récipient d'investissement direct étranger. Et j'aimerais toujours le réitérer, l'investissement direct étranger est un investissement qui est naturel. Si je suis un opérateur commercial et je commerce avec l'Algérie, j'ai besoin de m'implémenter sur place pour garder mes parts de marché, j'ai besoin de m'implémenter sur place pour continuer à croître, j'ai besoin de m'implémenter sur place pour prendre opportunité des avantages du marché algérien, que ce soit l'avantage infrastructurel, énergétique, de talent humain, j'ai besoin de me connecter à mon marché. Donc on n'a pas besoin de pousser les investisseurs à venir chez nous ou de les obliger à venir chez nous. Ils devraient venir naturellement. La problématique de nos conversations avec beaucoup d'investisseurs, c'est le marché est trop compliqué, les règles sont trop compliquées et les mesures ne sont jamais à 100% très claires. Je vais prendre le cas par exemple du 49-51. Nous célébrons le fait que le 49-51 a été aboli, mais de la même manière, la définition de ce qui est stratégique n'est pas vraiment claire. Les modalités d'accès aux fonciers ne sont pas vraiment claires non plus. Il reste la problématique du financement. Donc tous ces éléments qui viennent en place, on ne peut pas demander à des investisseurs étrangers d'investir en Algérie en capital, mais de l'autre côté, ne pas leur permettre de faire de la dette. C'est une structure naturelle. Si nous, en tant qu'Algériens, on voulait investir à l'étranger, nous aimerions investir dans un marché qui nous permet de lever de la dette, de lever du capital, de structurer l'investissement, d'avoir un assessment de risque qui soit rationnel dans un pays où il y a une courbe de taux et tout le reste. Donc, je ne veux pas tourner toujours autour du pot. Dans la réalité, il y a quelque chose de relativement simple à mettre en place. Et ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, mais il faut une feuille de route très très claire, très dirigée vers une ouverture graduelle de notre marché avec des modalités que nous allons respecter à la lettre. Et c'est ça qui va redonner la confiance. Et je pense que étant le plus grand pays africain, le plus grand pays de la Méditerranée, en prenant opportunité des opportunités de ce qu'on appelle le nearshoring, donc tout le développement post-Covid de sourcing local, de sourcing régional, de chaînes de distribution de valeur qui va probablement se mettre en place et qui est déjà en mouvance. Je pense que nous sommes géostratégiquement positionnés dans probablement un des meilleurs endroits. Je vais prendre le cas, par exemple, de la colocalisation. Aujourd'hui, vous voulez acheter une entreprise industrielle avec un réseau de distribution en Europe, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez acheter, il y a probablement des actifs disponibles à des tarifications qui défient la gravité. Pour les entrepreneurs basés en Algérie, le transfert de coproduction en Algérie pourrait se faire relativement simplement, avec le fait aussi que c'est une nécessité pour beaucoup de pays européens. Nous aurions donc accès à un transfert de technologie, un transfert de capacité de distribution. Toutes ces choses pourraient être faites tout de suite. Mais pour permettre ce flux transactionnel, il va falloir qu'on casse tous les tabous que nous avons. Et un des gros tabous, c'est la convertibilité du dinar. Il reste très peu de pays sur la planète qui ont une monnaie non convertible. Nous faisons partie de ces pays. Et il y a un moment donné où il va falloir, on ne peut pas d'un côté vouloir de l'investissement étranger et de l'autre côté avoir un contrôle de change et des restrictions en termes d'accès au capital international qui sont incompatibles avec notre ambition. Donc, de mon point de vue, je pense que le timing est probablement un timing exceptionnel. C'est probablement le moment pour nous de faire cette transition et je pense que nous devrions la faire avec l'audace que nous avions dans le passé. Et j'aime bien réitérer, comme il avait été dit dans notre dernière conférence du CNES, quand l'Algérie s'est lancée dans le gaz naturel liquide, c'était une technologie nouvelle. Personne n'avait osé le faire. Nous avons fait les premières transactions de gaz naturel liquide avec le Royaume-Uni au milieu des années 60, avec une audacité qui était, on va dire, le karma algérien de cette époque-là. Je pense que nous devons renouer avec la prise de risque et
la prise de risque ne se fait quand on diversifie nos risques. Donc nous devons diversifier notre économie énergétique, diversifier notre économie tout simplement, et ouvrir notre marché et être confiant dans notre capacité de gérer cette ouverture. Je pense que nous avons les talents en Algérie et à l'étranger pour le faire, et qu'il n'y a aucune raison qu'un pays comme l'Algérie ne puisse pas faire ce que le Soudan est en train de faire, ce que l'Égypte a fait dans sa restructuration. Je pense que c'est le moment pour nous de nous jeter, comme on dit, dans la piscine. Mais tant qu'on reste dans des mesurettes ou dans des demi-mesures, nous ne pourrons pas développer ou attirer les capitaux tels que nécessaire. Donc voilà. Donc ça, c'est mon point de vue. Et je vous remercie pour votre attention. Et une fois de plus, je remercie Dr Tir de m'avoir invité à cette session. Merci beaucoup, Yacine. Je pense que vous avez mis le doigt là où ça fait mal, et je crois que vous avez tout à fait raison. Hein. La confiance doit se fonder sur comment dirais-je, un investisseur quel qu'il soit, s'il n'a pas une visibilité et face à en situation d'inconstance. Il ne mettra pas ses billes là-dedans, c'est clair. Et je crois que les éléments que vous avez ajoutés viennent encore renforcer ce qu'a dit un opérateur et un investisseur, les investisseurs chez nous. Mr. Khaled, the floor is yours. Yes. Do you hear me now? Yeah. Please. Great. Thank you so much. There's a lot of things to say on this, especially on countries that want to change the business model. But sometimes it's difficult to try to resolve or discuss everything in one go. But I would just want to pick one point, which is the biocredits and the instrument to finance and to support trade. I think one of the good ideas is to establish an export and import bank, which many countries have done, not necessarily in our region. Our region still remain, a new phenomenon. Only Saudi Arabia lately, I think they have established one. But there are good experience around the world in developing countries like in India or Turkey or in other countries. And also for the African region, there is the African Exim Bank based in Cairo. I think this is important, instruments to help, local exporter and importers, and also to help in the diversification of their economy. So that's my suggestion, to look into this and have a dedicated institutions that can drive the financing of raw materials coming from outside or export production for this side. Thank you. Thank you, Khaled, for this good suggestions indeed. I mean, Afrexim Bank that you have mentioned, and I was among the founders on behalf of the African Development Bank, is now playing a huge role in trade financing through Africa and in attracting capital and investment in many countries. Je crois que merci pour votre suggestion et sur ce point-là, I wish to thank both of you, Khaled and Yacine, for your very insightful and fruitful discussion that we had thanks to your presentation. I'm sure that we will continue liaising through CNES with other partners to benefit from your exposure, why not your network, and to contribute to unlock the financial markets in this country. Thank you very much.